Si toute œuvre artistique est marquée par un positionnement idéologique de son auteur, ces dernières se distinguent d'une apologie politique si et seulement si les références, les allégories qu'elles contiennent renvoyant à cette même idéologie sont suffisamment fines pour que justement l'ouvrage ne devienne pas une entreprise de prosélytisme politique. En somme, le lien avec le positionnement politique et idéologique doit rester très indirect. Or, en ce qui concerne le film The Bride, sorti en France le 3 mars 2026, difficile d'être plus direct. Vous prenez le marteau féministe intersectionnel en pleine figure à chaque scène, à chaque dialogue. Si vous faites l'inventaire des grands clichés du féminisme, ce film les coche tous sans exception. Frankenstein est sans surprise un incel, The Bride est présenté comme une victime par essence du fait de son sexe féminin, auquel presque tous les dialogues renvoient extrêmement lourdement. You know what it takes to open up a tight little oyster? A little muscle. A little muscle! Me, I've got my own little pussycat. Oh, you can never have too many pussycats! Ah oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Ce qui est extrêmement ironique, c'est que la réalisatrice et scénariste Maggie Gyllenhaal est un produit chimiquement pur du népotisme et du piston, puisque les premiers films dans lesquels elle va jouer en tant qu'actrice sont réalisés par son père. Comment ne pas se lamenter pour cette pauvre victime d'injustice, qui avec ce film au budget de 100 millions de dollars vient d'engranger la pathétique somme de 13 millions de dollars dans sa première semaine en salle. Et comme je n'aime pas avancer des choses sans argumentation, commençons l'analyse des points les plus marquants du film. Alors, ça démarre sur les rotules avec Mary Shelley, qui a écrit Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui apparaît à l'écran, et dont le film ose sous-entendre qu'il incarne ce qu'elle aurait écrit si elle avait vécu dans notre siècle, en lui faisant dire « je ne pouvais pas l'écrire, je ne pouvais même pas le concevoir », ce qui, soit dit en passant, est gonflé de la part d'une personne sans réel talent littéraire comme Maggie Gyllenhaal, qui est à la fois scénariste et réalisatrice de ce film. Le film nous dit que Mary Shelley vivait dans un monde patriarcal brimant les femmes, et que ça explique pourquoi les personnages féminins de son livre sont si effacés, et plus largement pourquoi son ouvrage n'était pas un ouvrage que l'on peut cataloguer comme clairement féministe. Pour ma part, Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley est une modernisation et un syncrétisme du mythe prométhéen et du mythe du golem de la tradition juive. D'ailleurs, il est bien plus une dénonciation du rejet et de la persécution subie par ceux qui sont différents, ainsi qu'une mise en garde contre les dérives de la science. Si vous voulez, le livre n'est pas uniquement concentré autour des problèmes des femmes. Le livre est bien plus universaliste que ne peut l'être le mouvement féministe, qui se concentre uniquement sur les problèmes féminins. Et ce qui est d'ailleurs le talon d'Achille évident de cette idéologie qui n'a aucun sens, précisément à cause de ça. Bon, la scène suivante n'est pas mieux, la narration nous dit qu'Ida essaie d'être sage, elle essaie d'être calme et que c'est pour ça qu'elle vit en enfer. Ok, merci pour la finesse digne d'un amateur d'Heineken. En gros, elle nous dit, puisque Ida se soumet aux règles du patriarcat, elle est docile, alors elle vit en enfer. Ok ma grande, mais qu'est-ce qui te retient de vivre hors de la société, ou même de tenter de renverser l'ordre établi? La réponse est simple, ton manque total de courage, et le fait que tu te reposes sur les hommes pour le faire à ta place. De même, drôle d'idée d'inclure l'idée que Mary Shelley, l'esprit de Mary Shelley, va posséder le corps d'Ida, puisque le concept de possession est quand même plutôt associé à la sorcellerie, et que à travers l'histoire, la mythologie, les femmes sont fortement et péjorativement associées à la sorcellerie, surtout en Europe entre le 15e et le 17e siècle. D'ailleurs, les motifs de cette persécution sont plus complexes qu'il n'y paraît, preuve en est l'affaire des poisons qui se déroulera en France entre 1679 et 1682, affaire impliquant un réseau de femmes empoisonneuses, devineresses, faiseuses d'avortements et vendeuses de substances douteuses, qui a été démantelée sous Louis XIV et dont certaines pratiquaient des rites occultes, des messes noires, des invocations. Et il y a eu des morts là-dedans, c'est pas juste à s'amuser à faire des petits trucs comme ça dans leur coin. Or, si la sorcellerie était fortement réprimée par la société à l'époque, c'est parce que c'était un des moyens les plus accessibles pour une femme souhaitant commettre un crime,
grâce au poison notamment. Pour rajouter une autre dimension à la possession d'Ida par Mary Shelley, je vois aussi là-dedans un renvoi évident au concept d'intersectionnalité des féministes modernes, qui considèrent que toutes les catégories de personnes opprimées par les hommes blancs auraient les mêmes intérêts, et qu'ainsi il y aurait une sorte de filiation, de continuité, reliant toutes les personnes qui ne sont pas des hommes blancs. En passant, c'est sûrement un des concepts les plus stupides jamais inventés, puisqu'il ne tient pas compte des particularités de chacun, et pense que le seul dénominateur commun d'être dans une mauvaise situation économique suffit. La suite confirme tous mes a priori sur le wokisme de ce film. On assiste à un festival de vulgarité tournant autour du sexe, surtout du sexe féminin, et au fait qu'Ida est sans cesse incitée sexuellement par les hommes présents autour de la table. Là on a envie de dire, ma petite Maggie Gyllenhaal, c'est pas parce que tu as toléré de vivre à Hollywood et de subir des pervers en échange du confort et de la célébrité que l'on va pleurer pour toi. En principe, si tu es l'égal de l'homme, que tu es capable d'un consentement éclairé, tu devrais être capable de dire « Je préfère encore être sans domicile fixe que de passer à la casserole pour mon petit confort matériel ». En soi, ce cheval de bataille des féministes qui consiste à dire que les femmes sont exploitées sexuellement par la société en échange d'avantages matériels, et que c'est pas bien, c'est un énorme but contre son camp, puisque si aucune d'entre elles n'acceptait de coucher pour ces mêmes avantages, ceux qui proposent cet échange seraient brocouilles et finiraient par ne plus proposer ces mêmes échanges. De plus, si on ne vous force pas à signer un contrat et que vous le signez, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même lorsque l'autre partie demande que vous honoriez votre part du marché. À moins que vous soyez une personne physique protégée, mineure, sous curatelle ou tutelle, c'est-à-dire incapable d'un consentement libre et éclairé. Là, oui, là ça change la donne. Mais si les femmes sont les égales des hommes, normalement elles doivent être capables de consentir librement et de subir les conséquences de ce consentement. Or de rejeter que ce qui ne leur plaît pas, ça revient à dire que les femmes ne sont pas réellement capables de consentir pleinement, et qu'il faudrait presque les mettre dans une catégorie d'adultes protégés, puisque justement, elles concluent un marché en acceptant que ce qui leur plaît dedans. En revenant au film, la scène où Ida tombe dans les escaliers, elle était tellement cartoonesque que c'était vraiment difficile de se retenir de rigoler. Pareil pour le moment où la créature de Frankenstein rencontre la doctoresse qui lui dit que c'est plus simple d'être reconnu en tant qu'écrivain si on est un homme. C'est vrai que J.K. Rowling, elle est à la rue, la pauvre peut manger du caviar à chaque repas sans que ses conseillers bancaires puissent voir la différence tellement elle est riche. J'imagine qu'elle a eu un nom d'emprunt masculin. Ah bah non, c'est ballot. Au passage, l'habitude d'Ida et donc The Bride de vomir une litanie de mots proches les uns des autres en sonorité, c'est un ridicule, c'est d'une superficialité déconcertante. Pensez qu'il suffit de dire tout et n'importe quoi tant que ça rime sans souci de cohérence. C'est vraiment le niveau zéro de l'expression littéraire. D'ailleurs, une IA sera parfaitement capable d'imiter le procédé. Bon, évidemment, vous ne serez pas surpris d'apprendre que l'intégralité des personnages masculins de ce sinistre film n'ont aucune motivation profonde en dehors de l'accès au sexe. Même Frankenstein, au lieu de débuter sa demande à la doctoresse par ce qui est important, il parle de relations sexuelles avant tout. Alors que nécessairement un individu qui serait aussi seul au monde que lui devrait d'abord chercher en premier lieu une personne qui ne hurle pas de dégoût en la voyant et qui partage ses expériences douloureuses, une personne qui lui ressemble sur les points importants. C'est là encore un énième marteau idéologique féministe, sans aucune subtilité, qui nous dit que tous les hommes sont obnubilés par le sexe et que ces derniers ne voient les femmes que comme des sortes de masturbateurs de très haute qualité, doués de conscience, sauf que si c'était vrai, ça se vérifierait empiriquement. Et en soi, si les féministes se contentaient de dire « certains hommes sont des détraqués sexuels et des prédateurs sexuels », la majorité des hommes seraient d'accord avec ce discours. Mais elles ne prennent jamais cette peine d'introduire de la nuance, ce qui nous donne des films aussi abjects que celui que j'ai eu le déplaisir de voir aujourd'hui.
Bon, par contre, un détail m'a plu, même si je doute qu'il soit intentionnel de la part de Maggie Gyllenhaal, c'est que si le docteur Frankenstein a créé par orgueil, par désir d'être celui qui dépasserait toutes les limites et découvrirait le premier comment réanimer les morts, comment créer la vie, eh bien la doctoresse du film, de son côté, elle s'assoit sur tous les principes moraux qui devraient l'interdire de créer une compagne à la créature de Frankenstein, simplement parce que la créature souffre. C'est quand même ironique, parce que c'est exactement et classiquement le défaut le plus universellement reproché aux membres du sexe féminin. En d'autres termes, ce détail renvoie à une vision sexiste des caractères et des comportements. On nous dit un peu, ah oui, elle a beau être une scientifique, elle a beau être savante, tout ce que vous voulez, il suffit de larmoyer devant elle, et elle oublie tous les grands principes, elle oublie tout ce qu'elle devrait s'interdire, juste pour ça. Autre gros problème du film, c'est que d'un certain point de vue, Mary Shelley est la mère spirituelle de la créature de Frankenstein, et comme elle possède The Bride, leur relation devient plutôt incestueuse. Bon, ensuite, c'est assez comique de voir que quand The Bride prend Jake Gyllenhaal en otage, les policiers ne tirent pas sur The Bride, même lorsqu'elle ne tient personne en joue et que ce serait la parfaite occasion pour la descendre, surtout quand il est évident que c'est inutile de tenter de la raisonner, elle a quand même tué plusieurs personnes avant. Mais alors, quand vous voyez dans le film plein d'autres femmes, comme ça, des randoms qui sortent de nulle part, se peindre la marque de The Bride sur la bouche et commettre des actes de violence, par pur caprice et phénomène de mode, j'ai failli asperger mon ordinateur de café sous l'effet de la surprise. Maggie, tu es bien sûr de montrer que les femmes sont si facilement manipulables, influençables, et par extension, dominées par leurs émotions sur lesquelles elles seraient incapables d'exercer un contrôle. Enfin, l'insurmontable problème du film, c'est que l'on nous propose le point de vue de deux personnages principaux, qui sont si malsains et malfaisants, que si vous êtes une personne un tant soit peu morale, vous ne pouvez pas les prendre en pitié, puisque leurs problèmes, ils sont surtout dus à leur nature capricieuse et chaotique, à leur incapacité à accepter de souffrir, afin de ne pas faire souffrir autrui. En passant, s'il y avait de véritables hommes dans ce film, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la Carpette, qui est le détective qui les tenait en joue avec son arme et qui a préféré tirer en l'air, ce film il aurait duré moitié moins. Car oui, c'est le paradoxe des hommes, nous sommes capables du pire, c'est-à-dire de tuer, violer, piller, et nous sommes aussi ceux qui sont les plus à même et susceptibles de presser sur la détente lorsqu'il s'agit de protéger la société contre ces éléments les plus dangereux, les plus nocifs. Si vous voulez, toutes les personnes que la créature de Frankenstein et The Bride ont tuées après que le détective ait décidé de tirer en l'air, toutes ces personnes auraient pu être sauvées s'il les avait descendues, s'il avait été davantage un homme. D'ailleurs, un détective qui est complètement effacé devant son assistante, qui va jusqu'à s'humilier complètement en lui donnant son propre badge, d'ailleurs comme si donner son badge à quelqu'un, ça transférait la fonction, mais enfin... On va pas demander à Maggie Gyllenhaal d'être cohérente et d'être douée pour écrire. En résumé, ce film c'est vraiment la pourriture morale qui se plaint de tout ce qu'elle est et produit de mauvais. On a évidemment un sous-texte sur le mansplaining, l'idée que les hommes n'écouteraient pas les femmes juste parce que ce sont des femmes, puisque on voit que dans ce film les femmes ont toujours raison et que les hommes ne les écoutent jamais parce que ce sont des femmes. On a Maggie Gyllenhaal qui fait un énième contre son camp, en montrant que personne n'a d'hésitation à buter la créature de Frankenstein alors qu'elle n'a pas d'arme, c'est quand même assez comique. Mais inversement, ils sont très patients avec The Bride, ils lui demandent juste de lâcher son arme, c'est quand même le comble. Ça renvoie quand même un peu à l'idée que, assez naturellement, les hommes auront plus d'hésitation à faire du mal à une femme, plutôt qu'à faire du mal à un homme. Mais le comble, c'est que dans ce film, les deux monstruosités par l'esprit et le corps que sont la créature de Frankenstein et The Bride, ils ne meurent même pas à la fin. Même cette satisfaction, le film refuse de nous la donner. Non, vraiment, c'était un enfer. Et j'avoue que j'ai dû mettre en accéléré pour subir et survivre à ce film. Mais si vous voulez, la lueur d'espoir et la grande joie, c'est de se dire que avec le four que ce film est en train de faire au niveau du box-office,
On sera peut-être épargné, on n'aura peut-être pas le déplaisir de voir d'autres films dans cette même veine. Bon, après, je dis ça, mais j'ai quand même bien peur qu'on ait à subir d'autres étrons de ce genre. Bref, sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche des notifications, laissez un commentaire pour faire savoir ce que vous avez pu penser de cette vidéo, et je vous retrouve au fil de l'actualité.